Bonjour et bienvenue dans Un autre chemin est possible, le podcast pour les personnes en chemin vers un métier de sens dans le bien-être ou l'accompagnement. Je suis Marion, je suis docteure en pharmacie et naturopathe pour vous aider à prendre soin de vous au quotidien et également coach pour accompagner les personnes dans leur reconversion et lancement d'activité vers les métiers du bien-être et de l'accompagnement. C'est un chemin que j'ai moi-même entrepris il y a 2 ans parce que je crois qu'un autre chemin est possible. Un chemin où l'on prend soin de soi, où notre activité professionnelle elle est riche de sens, elle est alignée avec nos valeurs et notre mode de vie. Parce que je crois qu'on peut choisir et se réinventer. Ici, pas d'utopie. Dans ce podcast, je vous partage mon parcours, mes défis, mes victoires, mes réflexions et une dose d'inspiration pour traverser le chemin passionnant de l'entrepreneuriat tout en prenant soin de vous. Mais aussi des interviews de personnes inspirantes qui ont pris un autre chemin et qui vivent aujourd'hui leur activité. Après tout, si c'est possible pour elles, alors pourquoi pas pour vous? Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me soutenir en vous abonnant sur vos plateformes d'écoute préférées, vous pouvez le noter ou laisser un petit commentaire et le partager autour de vous. Je vous laisse avec l'épisode. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois Marine Constancieux, qui est naturopathe. Donc j'ai découvert Marine l'été dernier, je crois, sur Instagram. Je ne sais même plus au fil de quel compte je suis arrivée sur le compte de Marine. Et j'ai tout de suite accroché à l'univers de son compte. En fait, il faut dire que moi, je ne suis pas énormément de comptes naturopathes parce que j'ai tendance à trouver que les contenus sont souvent les mêmes. Et c'est vrai que autant avant j'étais consommatrice parce que je cherchais des conseils, mais le fait de m'être formée, je suis moins en recherche de ça. Et en revanche, je vais plutôt utiliser Instagram comme vraiment une source d'inspiration, comme une sorte de nourriture visuelle, on va dire. Et du coup, le compte de Marine en fait partie. Donc on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps par le biais de la formation L'Atelier Photo de Mathilde Lagarrigue. Et on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de points communs, notamment une ancienne entreprise dans laquelle on a travaillé toutes les deux. Et on s'est lancé à peu près en même temps, donc je trouvais que ça faisait suffisamment de raisons de l'inviter au micro de ce podcast. Et je trouvais ça aussi intéressant de varier l'étendue des invités avec des niveaux de lancement d'activité qui sont différents pour avoir un panel d'expériences qui soit le plus varié pour vous apporter une richesse d'expériences possible. Donc je vous laisse avec l'interview et je vous retrouve à la fin de l'épisode. Bonjour Marine, comment vas-tu? Hello Marion, je vais très bien, merci. Et toi? Écoute, super, je reprends après des vacances et je suis contente de démarrer avec ton interview. Alors, est-ce que tu peux un peu te présenter, Marine, nous dire qui tu es, nous décrire ton activité, un petit peu tout ça? Alors moi je suis naturopathe et designer, donc ça c'est quelque chose que je remets un peu dans ma définition maintenant. Ça a beaucoup évolué au fur et à mesure de ma reconversion, où j'étais au début designer, après designer naturopathe, après que naturopathe, et je reviens un peu voilà, je recommence à réintégrer un petit peu cette compétence que j'ai en fait, qui représente quand même une quinzaine d'années de ma vie déjà. Et donc moi je suis naturopathe certifiée, j'ai fait 2 ans de formation à l'Institut de naturopathie humaniste, qui est une école à Paris. Et avant ça, j'étais effectivement designer produit, donc, ou designer industriel, on peut appeler ça comme ça aussi, où j'ai fait un master en design industriel pendant 5 ans. Et après, j'ai travaillé notamment dans le groupe SEB pendant 3 ans et demi. Et puis après, pendant 5 ans et demi, dans le groupe L'Oréal chez Lancôme, où je faisais plutôt du retail, donc du design de mobilier institutionnel pour les produits sur tous les points de vente de la marque. Et en cours de route, j'ai bifurqué et puis j'ai repris une formation en naturopathie, voilà, parce que bon, on en reparlera peut-être au fil de tes questions, mais voilà, j'ai fait cette formation en même temps que j'étais en poste et j'ai quitté mon poste en juin, pas de cette année, mais de l'année dernière. Ça commence à défiler, je me souviens plus très bien. Et pour me lancer vraiment officiellement avec la création de l'entreprise en mars dernier. Donc ça fera bientôt les 1 an que je me suis lancée. Je suis, voilà, moi, j'ai bientôt 35 ans, je vis à Paris, je suis très passionnée dans la vie, partout. Voilà, c'est plutôt le mot qui peut vraiment le mieux me définir, c'est vraiment je suis quelqu'un de très passionné par tous les aspects, que ce soit extérieur, bon, esthétique, tu vois, la culture, l'art, mais aussi intérieur, le mouvement, l'alimentation, tout ce qui va nous nourrir en fait
de l'extérieur et de l'intérieur. C'est vraiment quelque chose qui m'anime. Voilà. Trop bien. Comment t'es arrivée justement du design à la naturopathie? Comment s'est fait cette transition justement? Bah, je pense que c'était quelque chose que j'avais déjà en moi sans vraiment en avoir conscience parce que déjà, je ne savais pas que la naturopathie était un métier. En tout cas, je l'ai découvert assez récemment, enfin, peut-être quelques années, pendant que j'étais euh, en poste de designer. Je m'y intéressais, mais c'était pour des besoins personnels, tu vois, pour des problématiques de santé. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de consulter. À l'époque, c'était pour un arrêt de pilule. Et j'avais lu beaucoup de choses dessus. Et du coup, j'ai découvert vraiment ce métier grâce à ça. Et j'étais déjà passionnée par l'alimentation. Alors, le choix de travailler pour le groupe Sève avant, c'était aussi parce que tout l'univers de la food et du culinaire me plaisait beaucoup. Et j'avais vraiment envie de dessiner des objets usuels du quotidien, voilà, d'apporter cette dimension esthétique à ces objets aussi simples qu'une poêle ou une fourchette. Tu vois, c'est vraiment des trucs de base qu'on utilise tous les jours, mais en faire quelque chose d'agréable. Et d'ergonomique, c'est ce qui m'a amenée à travailler pour cette boîte pendant 3 ans, qui était basée à Annecy, enfin qui est toujours d'ailleurs. Et donc oui, donc l'alimentation, ça a toujours été au cœur un peu de mon propos et de mes centres d'intérêt. Et je mangeais assez déjà ce que j'imaginais être à l'époque, en tout cas, une alimentation équilibrée, parce qu'avec la naturopathie, ça a quand même beaucoup changé. J'ai quand même testé plein de choses. J'ai été végane, végétarienne, j'ai testé plein de cures. J'avais acheté un extracteur en arrivant chez L'Oréal. Je me souviens, c'était mon petit cadeau dans Retour à Paris, un extracteur de jus. Donc, je me faisais des jus de légumes et tout. Et j'ai testé plein de choses comme ça avant de vraiment identifier ce que c'était que la naturopathie et le métier de thérapeute surtout. Et avant le Covid, j'étais déjà en réflexion sur un changement de métier. Donc ça devait être fin 2019, ouais. Et voilà, j'y réfléchissais déjà beaucoup, mais j'avais pas vraiment eu cette impulsion. Voilà, c'était encore plein de questions, beaucoup de craintes. Ça remettait quand même tout en question. Donc j'ai pas activé ça tout de suite. Et puis le Covid étant arrivé, là je me suis vraiment posée sur ce sujet et je me suis dit en fait c'est le moment. Là tu sais absolument pas ce qui va se passer. On était vraiment au tout début mars, en plus c'était même avant je crois, et ça commençait déjà à me travailler sérieusement et je suis tombée par hasard sur un live de d'Odile euh, qui à l'époque du premier confinement faisait beaucoup de lives avec des marques comme Cézanne, voilà, plein de marques de mode, mais du coup c'était une manière d'amener la naturopathie dans des univers où voilà, qui n'étaient pas du tout faits à la base pour se rencontrer. Et j'ai découvert qu'elle avait une école de naturo, j'ai regardé le programme. Franchement, j'ai accroché tout de suite. Je pense qu'en 15 minutes d'appel téléphonique avec Odile, c'était plié, j'étais inscrite et puis voilà quoi. Ça s'est fait après. Ça a été extrêmement rapide après. Et alors, je me suis inscrite en début printemps et après, j'ai pris la promotion d'octobre, donc j'ai eu le temps de m'y préparer quand même. Mais voilà, je me suis inscrite assez vite après avoir pris cette décision. Et t'as tout fait ta formation en parallèle de ton travail du coup pendant ces 2 ans, c'est ça? Quasiment. Pas 2 ans complets, non, j'ai fait pendant 1 an et demi, ou à peu près 1 an et demi, parce que je savais qu'à l'approche des examens, j'allais avoir besoin de temps. La première année, ça s'est très bien passé, je gérais, en plus comme j'avais quand même assez d'ancienneté sur mon job, j'étais assez à l'aise pour gérer mon temps. Enfin, je trouvais que c'était assez fluide la première année, j'ai bien tenu le rythme d'ailleurs. La deuxième année, étant aussi plus dense, ça devient des sujets plus profonds, on rentre vraiment dans les stratégies naturaux et des pathologies, tous les systèmes du corps, c'était devenu vraiment assez intense en volume et en qualité aussi de formation. Et en plus, voilà, j'avais toujours un travail à temps plein à côté, donc je me suis arrêtée 4 5 mois avant les examens pour me laisser vraiment le temps de finir la formation et de les préparer, parce que la préparation des examens, c'est une période assez particulière quand même, c'est du bachotage, quoi. C'est vraiment... Donc ça demande d'être vraiment très très disponible mentalement, pas que en temps. Donc j'ai quitté un petit peu avant. Mais oui, sinon je jonglais entre les deux. Mes journées, c'était un chassé-croisé entre la naturopathie et la cosmétique. Donc c'était assez drôle. Voilà. Mais ça l'a fait, hein, franchement. Ouais, bravo d'avoir réussi à entremêler tout ça et d'autant plus quand on n'a pas une formation scientifique, j'allais dire. Les études de naturo, ça peut être assez difficile, quoi. Alors, étonnamment, tu vois, moi j'ai fait un bac scientifique
en plus, j'étais en spé physique-chimie, si je me souviens bien. Et j'ai toujours été passionnée par cet aspect scientifique, l'aspect technique du corps aussi, vraiment la biologie, j'adorais ça. Et du coup, le vocabulaire n'a pas été si complexe pour moi. Enfin, je me le suis approprié assez rapidement. Aussi parce que j'en ai un peu souvenir, mais quand je travaillais comme designer, on avait aussi des considérations sur que ce soit les problématiques de peau ou tout simplement au niveau alimentation, les revêtements, ce que ça pouvait faire en termes de santé. Enfin, il y avait pas mal de points qui reliaient au corps et au fonctionnement du corps dans le métier que je faisais, qui est un métier relié à l'humain, hein. Le design, on a l'impression que c'est quand même très matériel, que c'est associé que à de l'objet, mais on a quand même toujours au cœur de nos réflexions l'utilisation par le consommateur. Et donc, c'est un métier qui est très humain quand même. Et du coup, ça s'est fait assez facilement, je trouve, la compréhension. Alors, le lexique est quand même un peu compliqué par moment, hein. C'est sûr qu'il y a plein de nouvelles terminologies. Ça demande souvent d'aller chercher des définitions à droite à gauche. Ou en tout cas, pour certaines maladies, par exemple, il y a des trucs où j'ai découvert plein de choses, quoi. C'était... Voilà. Mais bon, après, j'avais tellement de curiosité par rapport à ça que ça n'a jamais été un souci. Ouais, je trouve que c'est génial justement le fait de se dire que en fait on peut tous s'intéresser, c'est le corps humain, ça fait partie de la vie et en fait c'est quelles que soient nos formations de base en fait c'est la vie en fait donc c'est pour ça que c'est on peut tous vraiment s'y connecter. Donc tu as lancé ton activité il y a un an à peu près, tu disais, et j'ai l'impression que tout se passe bien pour toi, que c'est une activité qui démarre bien. Comment tu t'es pris justement quelles ont été, enfin dans quelle optique d'ailleurs tu t'es mis dès le début de ta formation pour ton lancement d'activité? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, déjà, j'ai fait appel à un système qui est vachement bien, qui est la démission reconversion, parce que je n'avais pas de rupture conventionnelle. Et c'est en gros, on dépose un dossier, on est accompagné par l'APEC, par un référent à l'APEC. Et alors en tant que cadre, ça dépend, c'est variable. Les organismes varient en fonction du statut, mais on dépose un dossier auprès d'un audit qui va vérifier le sérieux du projet, qui va le valider. Alors pas dans le fond, hein, c'est pas le choix du métier qui compte, c'est vraiment, ils veulent juste savoir qu'on est prêt et qu'on sait un petit peu où on met les pieds voilà, avant de nous proposer un soutien financier pour soit de la création d'entreprise, soit de la formation. Il y avait les deux options possibles. Et moi, c'était dans le cadre d'une création d'entreprise. Donc, j'ai fait appel à ça et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis ça me permet de toucher encore aujourd'hui jusqu'à bientôt fin d'année, hein, enfin, jusqu'à l'automne en tout cas, le chômage. Donc, ça, je l'ai fait pendant que j'étais, juste avant de démissionner de mon poste. Donc, ça m'a permis de me lancer. Et après, pour vraiment, en fait, mon activité, je l'ai démarrée officiellement il y a un an, mais finalement, elle a démarré beaucoup plus tôt que ça. Dès le début de mes études, j'ai commencé à... Enfin, j'ai senti assez tôt que si je voulais toucher un certain nombre de personnes, en tout cas via mon compte Instagram, mais même globalement, il allait falloir que j'en parle assez tôt ou en tout cas que je commence à activer le partage d'informations ou que je développe en tout cas toute cette partie-là, cette partie de communication. Même si je n'ai pas officialisé tout de suite le fait que j'étais en formation de naturopathie, je l'ai annoncé, je crois, un an après. Mais ça ne m'a pas empêché quand même d'être assez généreuse dans les partages, de commencer vraiment à développer cette partie-là, parce que je me suis dit, le jour où tu vas avoir besoin de... Voilà, que tu vas avoir besoin d'une audience, elle ne va pas se construire en 2 jours. Donc, je l'ai commencé très tôt. Et j'ai aussi pratiqué très très tôt. La chance de, voilà, et vraiment, ça c'est la force de l'école que j'ai faite aussi, c'est qu'on avait des cliniques solidaires dès le deuxième trimestre, en tout cas 6 mois après le début des cours, on a commencé à pouvoir recevoir en consultation supervisée, donc en groupe d'élèves avec un référent, un enseignant qui supervisait et parfois au début menait la consultation, mais en tout cas, on était même, nous, acteurs, où on avait le rôle de naturopathe et il y avait des clients volontaires qui venaient recevoir une consultation gratuite. Et ça, je l'ai fait tous les mois, il y avait une après-midi qui était consacrée à ça avant nos week-ends de présence, parce qu'on avait un week-end par mois d'atelier. Et le vendredi, j'étais à l'école et je pratiquais, je pratiquais. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a permis d'être en confiance aussi quand j'ai terminé.
de pas avoir l'impression d'être... Bon, on l'a un petit peu quand même, hein. On a un peu l'impression d'être lâché en pleine nature, c'est normal, mais on est quand même extrêmement préparé à la relation thérapeutique surtout, parce que c'est vraiment... c'est quelque chose que j'ai découvert vraiment au fur et à mesure que naturopathe, en tout cas quand on est praticien et qu'on a envie de pratiquer en consultation, c'est un métier de thérapeute en fait. C'est pas juste de diffuser quelques conseils en alimentation, en hygiène de vie. C'est vraiment il y a vraiment une sensibilité relationnelle, un échange particulier qui se fait avec la personne et ça s'apprend vraiment sur le tas, hein. Toute la théorie du monde ne va pas forcément nous préparer quand on est dedans, quoi. Mais je suis d'accord avec toi, c'est la grande différence entre aller lire des conseils sur un livre et avoir vraiment cet échange avec un naturopathe en face de nous. Et finalement, au-delà des conseils, c'est comme tu dis, tout ce qui se passe dans la relation, de la séance en fait. Et c'est ça qui est déjà thérapeutique en soi. Ah oui, enfin, c'est thérapeutique pour moi, pour la personne. Il y a un échange d'énergie. Parfois, c'est des énergies qui sont très positives. Parfois, ça peut être des énergies qui sont très denses. C'est assez... Ça, vraiment, je l'ai découvert. Et il y avait l'énergie du groupe quand on était en clinique qui était encore différente. Et après, quand tu le fais en one-to-one, quand on est vraiment... quand j'ai commencé à consulter seule, en parallèle que de la fin de mes études, j'ai commencé à faire des consultations à tarif étudiant aussi vers la fin, avant les examens. Et... ouais, c'est une découverte, quoi. Vraiment, ça a été les premières, je sortais, j'étais à la fois, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles et en même temps, j'étais rincée. Je me suis dit, je vais mettre 2 jours à m'en remettre, en fait. C'était intense. Ouais, complètement, ça prend énormément d'énergie. Mm. Et c'est que c'est quelque chose qu'on sous-estime, l'énergie que prend la consultation et que c'est un métier dans lequel, en tout cas, moi, je me suis jamais vue imaginer enchaîner les consultations. Et ça, c'est un vrai aspect du métier. L'échange qu'on offre, il est de qualité et il demande beaucoup d'énergie. Et du coup, ça veut dire que c'est pas non plus démultipliable à l'infini. Non, complètement. Et même au-delà de l'énergie, parce qu'elle peut même être apportée. Moi, ça m'arrivait d'avoir enfin, ça m'arrive encore bien évidemment très souvent, d'avoir des consultations qui me rechargent complètement. Je sais pas. C'est même, ça a pas d'explication particulière en plus, hein. Ça n'a rien à voir avec le sujet, la personne. C'est bon, un ensemble de facteurs qui font que à la fin, j'ai une espèce de chose qui s'est libérée et je me sens vraiment plus légère. Je sais pas, il y a quelque chose de différent. Mais au-delà de l'énergie, c'est une question de présence. Moi, je suis d'accord avec toi, j'aurais pas cette capacité de présence si je devais enchaîner plusieurs personnes par jour. C'est impossible pour moi. Et puis aussi parce que c'est pas, enfin, j'ai envie de faire plein d'autres choses que de l'accompagnement individuel. Mais pour moi, c'est une partie importante, mais c'est pas la seule. Oui, l'importance de varier aussi son activité. Bah, en tout cas, c'est super intéressant ce que tu partages sur le fait que dès le début de ta formation, tu t'es mis dans l'état d'esprit de communiquer et de pratiquer. Pour moi, c'est deux points clés. Tu sais, je fais des ateliers pour les étudiants en naturopathie, justement pour les encourager à se lancer pendant leur formation. Parce qu'il y a souvent ce truc de se dire, je fais ma formation et après, je me lancerai. Et je pense que c'est une des premières erreurs, en fait. Au contraire, de se dire, mais non, c'est en faisant. On va apprendre en faisant. Et comme tu dis, communiquer, c'est quelque chose qui prend du temps et qui est quand même un investissement long terme. Et plus on le fait tôt, bah, plus tu récoltes les fruits. Alors que si tu commences à communiquer après ta formation, bah, ça peut être très très long. Ça peut surtout être difficile parce que quand on le fait très tôt, on s'autorise beaucoup plus le droit à l'erreur aussi. Et on montre les backstage, on montre un peu la progression, les coulisses. Moi, j'ai commencé, après, dès que je l'ai officialisé, j'ai commencé à partager mon processus d'études, comment ça se passait. Au fur et à mesure, j'ajoutais un petit peu plus de naturopathie dans mes contenus. Même si je considère, tu parlais des comptes de naturopathes que tu suivais ou pas, moi c'est vrai que je suis très peu de comptes de naturopathes et la plupart, le peu de comptes que je suis, est très différent du mien. C'est assez technique. Voilà, souvent, c'est des comptes où j'apprends plein de choses. Et après, il y a certains comptes qui sont plus aspirationnels, mais finalement, je sais pas, je pense que je dois en suivre 5. Tu vois, c'est vraiment rien. Et, euh, et moi-même, j'ai pas encore, enfin, en tout cas, je le fais assez peu. Je n'ai pas cette dimension pédagogique, technique sur plein de sujets naturaux que d'autres consoeurs et confrères abordent. Et j'ai un biais, enfin, j'ai une approche qui est plus inspirationnelle. Et c'est quelque chose que j'avais envie de garder. Mais ça, c'est
au début, c'était pas conscient. C'est au fur et c'est pour ça que le démarrer tôt, c'est intéressant. C'est qu'on commence au fur et à mesure à comprendre aussi ce qu'on a envie de donner, ce qui va représenter notre identité. Et ça, c'est des réflexions qui ne viennent pas forcément en une semaine qu'on pose sur le papier. Enfin, non, ça fait son chemin aussi. Donc, il y a le temps, effectivement, de faire gonfler son audience, mais il y a aussi tout le chemin qu'on fait pour, au fur et à mesure, proposer quelque chose qui nous ressemble et qui soit vraiment... bon, c'est toujours très compliqué, hein. C'est ce qu'on a tendance à se comparer facilement sur les réseaux, mais c'est c'est en faisant le plus possible et le plus en amont possible qu'on définit vraiment qui on est aussi. Ouais, t'as raison de rappeler qu'une reconversion, je trouve que c'est un processus très organique qui se construit en faisant. Enfin, moi, je pense que je pouvais avoir une idée, genre, je vais me reconvertir, je vais me former et je serai ça, je serai naturopathe. Ouais. Et finalement, bah non, en fait, il y a vraiment ce truc, non, je me forme, et puis en me formant, je découvre des choses, et puis finalement, en pratiquant, tu vois, il y a vraiment ce truc qui se crée. En fait, c'est un processus créatif. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant de... Voilà, moi j'avais beaucoup d'amis, plein de discussions que j'ai eues dans mon entourage quand j'étais en études, et sur des personnes qui avaient ces envies en fait de changer aussi de métier. Alors parfois c'est pas forcément de métier, mais de changer tout court. Mais pour celles qui avaient, enfin de changer de société par exemple, ce que je veux dire, mais pour celles qui avaient envie de faire une autre activité, il y avait cette idée qu'il fallait déjà avoir le résultat et être sûr. J'ai jamais été sûre une seule seconde, hein, on peut le dire vraiment très clairement, je n'ai pas été certaine à 100% que c'était une bonne idée. Et encore aujourd'hui, il y a plein de journées où je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi j'ai fait ça? Mais en fait, c'est normal parce que c'est à plusieurs vitesses, c'est pas linéaire et de toute façon, je n'ai pas le résultat. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ça permet de relativiser et de se détendre un petit peu, de se dire qu'on peut quand même faire des choses, on peut se lancer de manière, alors avec un risque mesuré, hein, j'ai quand même assuré voilà, ce qui me semblait important pour me sentir quand même en sécurité dans ce changement, mais il y avait énormément d'incertitudes et plein de questions sans réponse, ce qui n'empêche absolument pas de faire pour moi, au contraire. Ouais, complètement. Donc, tu nous as parlé un peu de ce qui t'a aidé à te lancer. Donc, tu disais la pratique et de communiquer le plus tôt possible dès le début de ta formation. Est-ce que tu vois autre chose qui a pu t'aider aujourd'hui, qui fait que, bah voilà, ça démarre plutôt bien pour toi, ton activité aujourd'hui? Ce qui m'aide beaucoup, c'est que après, j'ai toujours eu conscience de ça dans tous les métiers que j'ai faits, parce que c'est aussi une valeur que m'a transmise, enfin, une valeur familiale hein, que ma mère m'a transmise, parce qu'elle est attachée de presse, et je voulais parler en fait du relationnel. Moi, j'ai tout de suite, parce que j'aime ça aussi, et c'est ce que j'aimais d'ailleurs dans les grands groupes dans lesquels j'ai travaillé, parce qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait un vrai esprit collaboratif. Mais voilà, cette appétence pour le relationnel, c'est quelque chose qui me sert énormément aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie d'aller vers les autres, de découvrir d'autres projets que le mien, de réunir des métiers différents, voilà, de faire vraiment travailler en collaboration plein de métiers, plein de personnalités. Et ça, c'est important quand on se lance en début d'activité, en fait, d'être confronté à d'autres, enfin, aux autres. Et voilà, de pas hésiter à faire des déjeuners, prendre des cafés. Enfin, depuis septembre, j'ai fait un nombre de déjeuners de café. J'ai commencé un peu à ralentir ou à mieux les répartir, on va dire, dans mon agenda. Mais j'en ai fait beaucoup, mais parce que c'est c'est ce qui permet aussi de créer, je trouve. Enfin, moi, ça fait partie de mon processus créatif aussi. Ouais, de pas rester seule, en tout cas, c'est important. Et qu'est-ce qui, à l'inverse, t'a vraiment challengé dans ton lancement d'activité et soit qui t'a challengé et que t'as surmonté, ou des choses qui aujourd'hui, tu sens que c'est encore des challenges que tu rencontres? Il y en a encore plein que je rencontre aujourd'hui. Le premier challenge, ça a été un challenge administratif et juridique. Que c'est vraiment, c'est vertigineux. C'est vrai que voilà, le confort du salariat permet aussi, c'est une décharge mentale en fait pour plein de choses. J'avais même pas conscience à quel point c'était reposant pour certains aspects parce que c'est voilà, ça demande d'être très organisé. Alors moi, en fait, je suis très organisée. C'est pour plein de choses, mais c'est vrai que l'administratif fait partie de mes gros sujets de procrastination active. Mais voilà, donc ça, c'est toujours un challenge au quotidien pour moi, même si j'ai été accompagnée et aidée pour créer ma structure. Euh, voilà,
que voilà, ça a été assez fluide finalement, mais parce que j'ai aussi eu des soutiens de mon entourage, parce que seule, je pense que j'aurais été assez tétanisée par l'ampleur de la tâche. Donc voilà, j'ai pu me faire aider, ça c'est très chouette. Mais aujourd'hui, je pense que le plus gros challenge, et dont j'ai pris conscience vraiment en début d'année, c'est d'être un peu seule à bord du bateau pour prioriser et de vraiment plus avoir personne au-dessus qui valide. C'est une énorme liberté, vraiment. Moi, j'apprécie le fait d'avoir une idée, une envie, paf, je la mets en action, je la sors. Enfin, c'est génial, en fait, cette flexibilité-là. Mais derrière, c'est quand même un vide énorme, en fait. Et ça me challenge beaucoup au quotidien sur quels sont les projets que je priorise. Euh, voilà. Et quelles sont les deadlines aussi que je m'impose. Toutes ces choses, ça c'est de l'ordre du quotidien. Pour moi, c'est un challenge quotidien. Ouais, t'as raison de le souligner parce que c'est un vrai challenge de l'entrepreneuriat qu'on peut pas avoir en tête idée quand on est salarié. Et comme tu dis, c'est à la fois ce truc de la liberté et en même temps d'être son propre chef. Et donc, est-ce qu'on est trop sévère sur les deadlines, comme tu dis, qu'on se fixe et d'avoir un peu, on n'a pas de garde-fou qui nous dit, non, en fait, la priorité, c'est ça, comme tu dis. Oui, c'est ça. J'ai une to-do list à rallonge, je commence par quoi? Et par moments, c'est pire que le syndrome de la page blanche, quoi. Je me dis, waouh, tout ce que je dois enclencher, qui en plus ne dépend que de moi, puisque c'est moi qui m'ajoute ces tâches. C'est encore plus pernicieux, quoi. Donc, mais petit à petit, ça vient. Puis en avoir conscience déjà, je trouve que ça permet de mettre le doigt sur là où il faut travailler, quoi, un peu plus. Il y a des choses pour lesquelles j'ai plus de facilité, ça, c'est un petit peu plus complexe pour moi. Hmm. Et justement, donc, tu étais designer avant. Comment tu fais le lien entre ton ancien métier et ce que tu fais aujourd'hui? Enfin, moi, j'ai trouvé ça intéressant déjà quand tu disais que l'humain, il est au cœur du design. Donc, il y avait cette approche déjà humaniste, j'ai envie de dire, déjà dans ton métier. Comment tu fais le lien entre tout ça? Alors déjà, je me suis tout de suite investie enfin, j'ai investi du temps tout de suite dans la création de mes propres contenus, qui soient... Alors, il y a une partie visible d'un des contenus que je montre parce qu'il y a la partie Instagram et mon site internet, mais il y a aussi une partie qui est moins visible, qui sont tous les formats et les contenus que je crée pour mes clients, que ce soit mes clients individuels, mais les clients de mes ateliers ou masterclass. Voilà, il y a une grosse partie création, en fait, photo, éditorial. Donc, j'écris, en ce moment, j'écris beaucoup. Là, enfin, j'écris tous les jours plusieurs heures, je fais beaucoup, beaucoup de production visuelle, vidéo maintenant. Ça, c'est assez récent, mais maintenant j'intègre de la création vidéo. Et tout ça, voilà, ça fait clairement le lien. J'aurais pas été capable de faire tout ça, ou en tout cas beaucoup plus difficilement. Ça m'aurait pris plus de temps si j'avais pas eu ma formation de design et cette expérience-là. Et ce que je trouve intéressant dans ces deux univers, c'est que enfin, en tout cas, moi, la manière que j'ai de les réunir, c'est toujours par la matière, par voilà, cette recherche de sensorialité aussi. Moi, ce que j'adorais, en fait, quand j'étais en design, et d'ailleurs, j'avais fait un brand book spécial sur inspiration matière et couleur pour la marque, pour une des marques pour lesquelles je travaillais. Euh, j'ai toujours eu ce goût pour la couleur, le matériau, la texture, la sensorialité, et je retrouve exactement ça avec la naturopathie, que ce soit avec le corps humain, mais aussi avec l'alimentation, qui est quand même extrêmement, voilà, ça décuple tous nos sens à plein de niveaux. Donc ça, c'est un médium comme un autre. La céramique aussi, je partage beaucoup d'objets artisanaux. Donc tout ça est très relié finalement. Ça parle un petit peu de la même chose pour moi. Et après, c'est plus dans la pratique et dans les outils. Je me sens beaucoup plus créative en tant que naturopathe que quand je travaillais comme designer avant. C'est assez paradoxal, mais c'est aussi logique dans le sens où j'avais un métier de chef de projet qui englobait énormément de choses, des réunions, un peu de politique. Enfin, il y avait quand même d'autres aspects qui laissaient moins de place à la créativité, beaucoup de process. Où là, maintenant, c'est la liberté dont je te parlais tout à l'heure, c'est ça aussi, c'est la liberté de créer. Complètement, je crois que la créativité dont tu parles, elle est même encore plus reliée à l'entrepreneuriat en lui-même que juste au métier de naturopathe. Pour moi, elle vient de là. C'est juste que quand on est designer, on est formé à
exploiter ça. Tu vois? C'est-à-dire que on a tous cette capacité à être créatif, quel que soit le métier qu'on fait. Mais quand tu fais une formation et un métier qui est vraiment identifié aujourd'hui comme un métier de créatif, on t'apprend à l'utiliser et on t'apprend à le développer, à identifier en fait et à stimuler ta créativité, à travailler sur tout ton processus créatif. Et d'ailleurs, c'est ce processus dont parlait Mathilde dans sa formation photo que tu évoquais tout à l'heure. Et elle a très justement dit que tout le monde pouvait être créatif. Et c'est vrai. Mais c'est vrai que quand on a 10 ans, 15 ans de design derrière soi, bah, je sais aujourd'hui comment développer tout type de projet qui soit un objet physique ou un objet immatériel. Le procédé, je le comprends et je me le suis approprié. Donc c'est voilà, c'est ça un peu le lien aujourd'hui. Le fil rouge pour moi, c'est aussi ça. Ouais, je vois complètement. Et justement, donc dans ton quotidien, pardon, d'entrepreneur, c'est quoi les différentes casquettes que tu peux avoir? Enfin, moi, effectivement, celle que je vois beaucoup de l'extérieur parce que tu le partages sur ton compte, c'est le côté shooting, tout ça. Enfin, je trouve que justement, tu mets vraiment en avant ta casquette direction artistique. En fait, elle est palpable sur ton compte. Et c'est ce que je te disais avant de démarrer cette interview, mais je trouve ça hyper important de le montrer parce que sur les réseaux sociaux, on a souvent l'impression que les choses sont belles comme ça, naturellement, alors qu'en fait, c'est du travail derrière, tu vois, et je trouve que c'est important de le montrer aussi. Oui, c'est beaucoup de travail, comme tu dis, c'est beaucoup de temps, d'heures. Après, au fur et à mesure de la pratique, il y a des choses qui sont plus ou moins automatiques. Moi, il y a certaines photos maintenant où voilà, j'ai l'habitude, donc je sais ce qui me plaît. Mon œil, c'est vraiment aiguiser son regard au quotidien. Ça se fait tous les jours et ça se ne fait pas que sur Instagram. Moi, les moments où je me sens le plus enfermée aussi dans ma créativité, c'est quand je suis trop sur mon téléphone et j'ai besoin de sortir. J'ai besoin d'aller faire une expo, j'ai besoin de me promener, d'aller voir une nouvelle boutique, tester un resto ou tout simplement discuter avec quelqu'un. Et c'est là aussi que je vais nourrir ma créativité. Mais le temps que je consacre à mes photos, oui, il est quand même conséquent. Et c'est vrai que mes journées, elles se ressemblent pas. Alors maintenant, je les cadre un peu plus, mais elles sont toutes assez différentes, où je peux avoir, quand j'ai des consultations, beaucoup de temps de rédaction sur des programmes d'hygiène vitale. Parce que bah, un programme, c'est vrai que les clients ne le voient pas forcément. Alors, ils le voient à réception, où ils se disent, ah oui, c'est vrai que c'est quand même assez c'est costaud, mais c'est plusieurs heures de travail après la consultation et même parfois en amont pour la préparer. Donc, il y a ça aussi voilà, qui rentre dans une journée. Et puis, c'est variable en fonction des projets que j'ai, mais surtout beaucoup de cuisine, de courses du coup, parce que ça, on n'y pense pas. Mais quand on fait des recettes quasiment, en tout cas au moins une fois, voire plusieurs fois par semaine, bah, il faut faire les courses. Donc du coup, ça prend quand même beaucoup de temps. Euh, et puis voilà, beaucoup de travail aussi derrière l'ordinateur à écrire. Donc ça, c'est surtout. Et je prépare pas trop ce que je partage. J'ai pas cette discipline d'anticiper mes posts. Et d'ailleurs, parfois, je me fais un peu rattraper par le temps. Genre, oups, j'ai pas posté depuis un moment. Ou qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter? Mais souvent, c'est assez instinctif. Et sur le moment, j'ai vécu quelque chose ou un sujet qui m'intéresse et je le mets en forme. Ouais, carrément, bah, le côté très varié, et comme tu dis, on voit bien toutes les multicasquettes. Et c'est lesquelles dans lesquelles t'es le plus confortable et lesquelles, à l'inverse, bah, tu as parlé de l'administratif tout à l'heure, hein, lesquelles qui te coûtent un peu plus peut-être? À part l'administratif, il n'y a rien qui me coûte aujourd'hui parce que justement, c'est aussi une chance de pouvoir choisir de travailler sur ce qui nous plaît. Enfin, en tout cas, moi, j'adore ce que je fais. Mais tous les aspects en fait, de ce métier, j'adore ça. Et aussi parce que je le pratique tel que j'aime, tel que je l'aime en fait. Donc, c'est finalement, il n'y a vraiment pas très peu d'aspects. C'est plus l'aspect entrepreneur mais au sens large et structurel que le métier en lui-même et la manière dont je le travaille, je le pratique au quotidien, qui va faire qu'il y a des choses qui vont être plus ou moins faciles. Mais non, franchement, tout est très agréable, je trouve quand même. Vraiment, c'est un beau métier. Donc, moi, il y a de plein de manières, que ce soit en créant un atelier, en collaboration avec voilà, des amis, enfin une amie qui fait du massage ou une amie qui est chef, traiteur. Voilà, j'aime bien travailler avec les gens, donc ça, c'est la partie pour moi la plus plaisante que j'ai pas
autant l'occasion de faire tous les jours, parce que ça prend quand même un peu de temps de préparation, d'organiser des ateliers. Mais en tout cas, j'aime beaucoup faire ça. Euh, voilà. Mais j'aime tout, en fait. Je ne pourrais même pas te dire. Oui, mais tu as raison, mais je pense que c'est vraiment aussi lié, comme tu dis, au fait que tu crées une activité qui te ressemble vraiment. Et du coup, bah forcément, il y a le maximum de choses qui te correspondent. Donc ça, c'est aussi une clé. Et c'est important aussi, souvent ça m'aide quand je suis en perdition, ça peut arriver, à me remettre en question parce que de se rendre visible sur les réseaux sociaux, on est aussi perméable à recevoir tout ce que les autres montrent, parfois plus ou moins volontairement, mais c'est un peu normal de faire cette veille, et puis quand on est dessus, on peut vite se laisser plonger. Et c'est vrai que en fait, ça m'aide au quotidien de revenir à ce que j'aime faire. En fait, ça me permet de pas être trop polluée par ce que peuvent proposer les autres. En fait, c'est ça aussi qui est pas forcément évident quand on a une visibilité et que du coup on perçoit aussi tout ce que les autres, que ce soit naturopathe ou pas d'ailleurs, mais tout ce que les autres proposent. Moi, ça m'arrive d'avoir des phases où je peux être un peu influencée dans la comparaison et du coup de me rattacher à ce que j'aime faire, ça m'aide aussi à vraiment être toujours être dans ma ligne directrice en fait, et de vraiment garder le cap. Voilà. Ouais, je pense que c'est hyper important ce que tu soulignes. J'ai fait un petit épisode il y a pas longtemps qui s'appelait justement Ne compare pas ton intérieur à l'extérieur des autres, parce qu'effectivement, les réseaux sociaux nous rendent un peu perméables à tout ça, surtout dans des activités entrepreneurs où justement on a un peu le nez sur la vitrine de ce que font tous les autres en permanence et se recentrer, comme tu dis, tout le temps garder son cap. Pour moi, c'est capital, sinon on est sans cesse désarçonné, quoi. C'est assez dur. Et c'est pour ça que j'ai créé un site aussi d'ailleurs, parce que je voulais sortir et proposer quelque chose qui soit 100% en raccord avec mon projet et qui me permette aussi d'y revenir en fait, et de me dire, tiens, c'est quoi mon manifeste? Bah, ce que j'ai écrit à ce moment-là, ça fait toujours sens. Donc ça, c'est intéressant de le voir parce qu'il y a moins ce côté évanescent et temporel en fait. C'est le site internet a ce côté plus intemporel, je trouve, qui aide aussi, même en tant que créateur du site, de garder sa vision. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis de voir un peu son site internet comme un point d'ancrage. Complètement, c'est vrai. C'est un repère, un phare. Ouais, c'est intéressant de voir ça, justement, et c'est plus pérenne, ouais, effectivement, que le côté très éphémère des réseaux. Mm. Tu parlais en introduction au début de l'interview de la posture de thérapeute que tu as découvert en pratiquant. Comment justement aujourd'hui tu navigues entre le thérapeute et l'entrepreneur, qui sont des postures qui sont quand même diamétralement opposées, enfin, qui peuvent être très très différentes dans l'énergie. Le thérapeute est plus dans une énergie de recevoir, l'entrepreneur est plutôt dans l'action. Comment tu mélanges tout ça? Parce que pour moi, être naturopathe, c'est vraiment mêler ces deux casquettes. Je pense que je le fais sans vraiment. Je m'étais même jamais posé la question avant que tu me la poses. Donc, je pourrais même pas te dire comment je fais. Par contre, comment je le ressens, c'est que ça s'inscrit avec des variations dans ma semaine, en fait. Je pourrais pas être 100% l'un et 100% l'autre. J'ai besoin des deux. J'ai besoin d'être dans l'action tout le temps. J'ai besoin de transformer une envie, une idée. J'ai besoin de voilà, vraiment agir et ça passe pas forcément par l'action de travailler, mais en tout cas, ce qui est différent pour moi de ce que tu disais, de la présence de l'écoute dans la relation thérapeutique. Et j'ai besoin, en fait, que la consultation nourrisse aussi, parce que il n'y a rien pour moi qui peut remplacer la consultation individuelle pour vraiment comprendre ce que c'est que la naturopathie. Je ne vois pas comment, et je pense que c'est possible de l'inscrire dans plein de métiers, mais quand on veut proposer des contenus qui soient éducatifs, pédagogiques, qui transmettent en fait de l'information qui soit utile pour les personnes. Je ne vois pas comment c'est possible de le faire si j'ai pas compris ce qui se jouait pour elles. Qu'est-ce que je comprends en fait de ma cliente ou de mes clients, parce que j'ai aussi quelques hommes, ils sont pas nombreux, mais voilà, ils sont quand même là. Ce que je comprends de ses problématiques, de ses besoins, de la vie qu'elle mène, de tous les détails de son quotidien, ça va aussi me permettre d'apporter une réponse plus juste et de proposer des offres collectives qui soient plus pertinentes aussi. Tu vois. Je pourrais pas faire sans ça.
pour moi. Et c'est pour ça que j'ai pas encore établi mon seuil de combien de consultations par semaine je peux prendre, à quel moment ça devient plus une charge par rapport à tout ce que j'ai envie d'entreprendre à côté, et en même temps, je ne pourrais pas m'en passer. Non, les deux sont mêlés en fait pour moi. C'est... Ouais, je comprends complètement. Et justement, toi qui prends soin des autres, comment tu fais aussi pour prendre soin de soi et pas trop s'oublier parce qu'on peut vite tomber dans le côté les cordonniers les plus mal chaussés quand on est justement débordé par tout ça. Alors, je peux être un très bon cordonnier mal chaussé. En fait, au- bon, la partie alimentation, je sais que c'est quelque chose, bon, ça fait des années aussi hein, que ça m'intéresse. Et euh, je disais, tu vois, par exemple, qu'avant d'être naturopathe, j'étais végane, que j'ai appris énormément de choses sur la manière de me nourrir avec la naturopathie et à tendre de plus en plus vers euh, une alimentation qui me correspond, qui me fait du bien. Je mange extrêmement bien au quotidien. Alors, j'ai encore une marge de progression hein, ça, sur certains aspects, mais en tout cas, sur cette partie-là, voilà, ça m'aide énormément. C'est ce qui me donne de l'énergie, en fait. De toute façon, l'alimentation, enfin, les aliments, c'est censé nous donner de l'énergie, pas nous en prendre. Hein. Donc, moi, je vois vraiment la différence quand je prends soin de cet aspect-là, en tout cas. Par contre, c'est vrai que alors j'ai toujours fait beaucoup de sport, toujours, ça depuis l'enfance. Hein. J'ai fait beaucoup de danse classique, de natation, et j'essaye vraiment d'avoir une activité hebdomadaire minimum 3 voire 4 séances par semaine. Pour moi, c'est le minimum. Sinon, je sens que ça va pas très bien après. C'est difficile au niveau du stress. Et je marche le plus possible. Bon, là, je suis contente qu'on soit sorti de la période hivernale parce que c'était plus compliqué, mais alors, de toute façon, je le comprends, hein, tout ce que mes clientes me racontent en consultation, je le comprends très bien et je peux le vivre aussi. C'est pas évident de se mettre en mouvement au quotidien, en tout cas à Paris. Mais ça fait partie des règles que je m'impose absolument parce que je sais que je me sens mieux comme ça. Par contre, c'est vrai que voilà, il y a plein d'aspects pour lesquels je suis pas du tout euh, bien chaussée, c'est que je suis très très stressée de nature, vraiment. Donc je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de chemin encore à faire là-dessus pour réguler mon stress, qui ne s'est pas arrangé avec l'entrepreneuriat, clairement pas. C'était c'était prévisible et en même temps, voilà, c'est pas le plus simple à gérer au quotidien. Mais tu as raison hein, de reparler de la gestion du stress et d'autant plus, enfin moi tu sais, une des raisons, enfin je sais que quand j'étais salariée, je trouvais que j'avais trop de stress et finalement je pense que j'en ai encore plus aujourd'hui. Il est juste différent, mais c'est pas du tout le même. Mais c'est vrai que le stress de l'entrepreneuriat, il est très très fort en fait. Donc, et c'est encore plus dur de mettre en place nos propres outils. Enfin, on a tous ces outils, mais pour autant, avoir cette lucidité de dire, OK, qu'est-ce que je fais là pour gérer mon stress? C'est vraiment pas évident au quotidien, en fait. Et il est contrebalancé par le plaisir que j'ai à travailler tous les jours et donc je m'en rends pas forcément compte. Pas en tout cas mentalement. Puis bon, voilà, j'ai un mental qui est très fort, donc je peux tenir vraiment. Mais je le vois bien aussi physiquement, en fait. Je le ressens physiquement, mon stress. Donc oui, plein de choses encore. Et puis parce que j'ai moins le temps aussi, tu vois, de m'en occuper vraiment. Bon, je pense que la première année, c'est aussi une année quand on se lance qui est, c'est le moment où on n'a pas envie de se poser, où on se dit c'est pas le moment de me reposer sur mes lauriers en fait. Donc je bosse beaucoup, parfois 7 jours sur 7. Et c'est sûr que j'ai conscience que c'est pas un équilibre de vie qui sera viable à long terme, mais j'accepte que ce soit en tout cas ce qui soit nécessaire pour moi en ce moment. Voilà. Hmm. C'est pas grave en fait, tu vois, d'être stressé plus à certaines périodes de la vie. Oui, tu acceptes que c'est une phase et tu la Voilà, traverses. c'est ça. Et quand tu as des moments de doute, comment tu gères ça? Est-ce que tu te fais aider à ce niveau-là? Je demande pas assez d'aide. J'apprends à demander de l'aide. Je suis très entourée, mais j'ai souvent on va me chercher un peu pour me dire, tu veux pas que que je fasse, que je te propose ça enfin, en fait, j'ai pas encore ce réflexe-là où c'est un peu quelque chose qu'il faut que je demande. Enfin, en tout cas, il faut que je demande plus d'aide, ça c'est certain, pour plein de choses. Et d'ailleurs, le coaching pour ça que tu proposes, c'est hyper intéressant et important pour les naturopathes comme nous, parce que
on a tendance à s'occuper beaucoup des autres et pas trop de cet aspect-là. On est souvent dans l'aide qu'on peut apporter, mais moins dans celle dont on aurait besoin. En tout cas, c'est mon cas. Et dans les moments de doute, ce qui m'aide vraiment, c'est de me mettre en action, de transformer tout de suite dans le faire. C'est c'est ça vraiment qui me sort du doute, parce que j'en ai tous les jours. Donc, c'est c'est grâce à la mise en route. Et en fait, quand je doute trop, j'arrête de me poser la question, je fais. Je me dis, tu verras, tu t'en fiches. C'est pas la peine d'avoir une réponse tout de suite, ça t'empêche pas d'avancer. Donc, voilà. C'est très juste ce que tu dis parce qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit que la meilleure antidote au doute, c'est l'action. Et c'est exactement ça. C'est en faisant qu'on enlève ses doutes et qu'en fait on se confronte au doute en lui-même et qu'on obtient la réponse. Parce qu'on on n'obtient pas les réponses en doutant assis sur son canapé en fait. Oui, et puis surtout que l'anticipation, la peur par anticipation, elle est souvent bien plus bloquante et terrifiante qu'une fois qu'on l'a fait. En fait, c'est impressionnant le contraste de ce qu'on peut imaginer et ce qui se passe dans la réalité. Après, c'est un exercice, ça s'exerce en fait. Ça s'exerce. Et en école de naturo, c'est quelque chose que je trouve qu'on a beaucoup exercé. Je disais souvent, j'ai eu l'impression d'avoir plein de premières fois pendant mes 2 ans d'études. J'ai vécu tellement de premières fois qu'en fait, maintenant, ça me fait plus peur, quoi. Tester des nouvelles choses, au contraire. Je sais que ça se passera forcément mieux que ce que j'imagine. Ouais, complètement. Bah, tu sais, l'année dernière, c'était ma première année d'activité et justement, je l'ai un peu appelée l'année des premières fois. Exactement, mais c'est fou, hein? C'est ça. Mm. Et du coup, comment tu te fais accompagner dans ton activité? Aujourd'hui, on parle de se faire accompagner pour notre bien-être, mais en fait, se faire accompagner dans son activité, ça fait partie de notre bien-être aussi. Enfin, comment tu te fais aider là-dessus? J'ai vu que tu fais le coaching grâce à ton école. Oui, avec Julie Pradine. Alors ça, on en est au début, aux prémices. On a eu une première séance de coaching et la prochaine devrait pas tarder à arriver fin février, là. Et donc c'est sur 6 mois et ça, c'est génial. C'est un cadeau hein, de notre école qui a fait appel à Julie pour coacher voilà, des jeunes naturopathes, d'anciens élèves en tout cas. Et donc, je suis très contente d'avoir cet accompagnement avec elle, parce qu'en plus, j'adore ce qu'elle fait et on a plein de choses en commun. Et j'ai pas tellement fait appel à d'autres accompagnements extérieurs pour le moment. J'y pense, mais c'est pas, pour le moment, c'est pas du tout dans mes options à court terme, on va dire. Ce que je fais par contre, c'est que rejoint un collectif de créatifs, ça s'appelle le club, le Solar Club. Donc c'est je suis membre en fait d'un club d'entrepreneurs, mais qui est plutôt un club de créatifs avec une direction très solaire, très lumineuse, avec plein de projets. Euh, Tels que des déjeuners, des événements. J'y étais encore samedi dernier pour une journée sur le thème du soleil où on a associé une visite de musée à Versailles avec un cours de yoga, avec mon prof de yoga préféré qui fait des cours de yoga immergés dans des œuvres d'art, qu'elles soient littéraires, cinématographiques. Euh, artistiques et donc on a fait cette séance de yoga, il y a eu un déjeuner créatif par un studio qui s'appelle le Studio Méclat et donc ça le Solar Club vraiment c'est une synergie de créatifs et j'ai rencontré énormément de monde, voilà, certaines qui sont devenues des copines aussi, avec qui j'adore échanger au fil de mes semaines et on se soutient en fait dans la création de nos projets. Donc ça, c'est quelque chose qui... j'y ai pensé tout de suite en quittant mon poste parce que je viens d'une boîte où on était quand même 2000, hein, donc en tout cas 2000 juste dans le bâtiment, je ne vais même pas te dire. Et du coup, j'avais très très peur de ça. Donc me retrouver seule. Et même si c'est quand même beaucoup le cas au quotidien, j'essaye vraiment de collaborer et de retrouver, que ce soit des collaborations avec des marques aussi, j'adore collaborer avec les marques parce que, déjà parce que j'aime bien le processus de création que les marques proposent. Enfin, tu vois, le fait de faire naître un produit, ça c'est quelque chose qui me plaît. Donc j'aime bien retrouver ça en travaillant avec des marques en tant que naturopathe en freelance, quoi, en prestation. Mais voilà, je me fais pas forcément accompagner encore concrètement dans l'avancement et le développement. C'est plus par mes relations amicales. J'ai une amie qui m'aide dans ma stratégie, qui m'a beaucoup aidé à fixer mes offres aussi, à valoriser mon travail. C'était pas évident, mais c'est pas quelque chose de cadré, formel. Ça vient un peu au fil des rencontres, des besoins.
Oui, et ça a tout autant de valeur. Enfin, moi, je trouve que l'accompagnement, oui, on peut se faire accompagner par un professionnel, mais l'accompagnement du collectif, enfin, moi, j'ai un groupe de mastermind aussi. Enfin, ça a vraiment tout autant de valeur. Comme tu dis, le fait d'avoir une business partner, un peu comme tu parles de ton ami qui t'aide à affiner tes offres et tout. Enfin, c'est très utile parce que seul, on a du mal à avoir du recul et on a besoin de s'entraider, vraiment. Ah oui, puis enfin, après, j'ai énormément de soutien de mes amis, de ma famille, de mon conjoint. Enfin, ça, c'est le cœur, c'est ce qui me fait avancer, hein, honnêtement. Je ne ferais pas grand-chose sans eux. Et qui c'est qui t'inspire sinon dans tes modèles un peu, que ce soit dans l'univers du bien-être ou en dehors, hein? Euh, J'en ai plusieurs, mais finalement, celle qui revient toujours et qui a toujours le mot, il y a Lily Barbery qui a toujours... elle arrive... Alors déjà, j'adore son... Elle a un talent journalistique à chaque fois. Moi, je suis bluffée par la qualité, que ce soit dans ses podcasts, la qualité d'interview, la manière dont elle pose les questions, dont elle rebondit, les sujets qu'elle aborde, les personnalités qu'elle va chercher. Je trouve ça génial. J'ai aussi enfin, les méditations de Kundalini Yoga qu'elle avait proposées sur Instagram au début du Covid m'ont vraiment aidé à canaliser mes pensées, mon énergie dans le début de mon projet de reconversion. Donc ça fait assez longtemps et à l'époque, avant même qu'elle se lance dans le Kundalini Yoga, je la suivais déjà sur son blog, mais de manière beaucoup plus intense, elle fait un peu partie de ma vie, que ce soit à travers de ses cours de yoga que je suis ponctuellement en présence ou avec la newsletter que je suis à chaque fois avec beaucoup d'assiduité parce qu'elle a toujours des réflexions très justes et ce qu'elle écrit résonne énormément avec mon quotidien. Donc voilà, c'est à la fois inspirant et en même temps, ça amène beaucoup de réflexions. Et je trouve qu'elle a une manière, elle arrive à mener son développement avec beaucoup d'authenticité. Elle mâche pas ses mots et en même temps, elle le dit d'une manière qui est toujours très bien amenée. Enfin, moi, je suis vraiment, c'est un bon modèle, je trouve, Lily. Humain, pro, vraiment dans tous les aspects que je connais en tout cas. Et, euh, et après, vraiment, mes amis sont des modèles au quotidien parce que j'ai beaucoup d'amis qui, en plus, sont entrepreneurs. Dans ma famille, j'ai une famille aussi qui est très entrepreneur. Mon conjoint a une société de production audiovisuelle depuis 10 ans. Donc, c'est aussi une grande source d'inspiration pour moi de le voir 10 ans plus tard mener cette boîte et porter sa société. Euh, et après, en figure. Ouais, il y a plein de super chouettes nanas qui font soit de la photo, soit de la cuisine. Je pense à Eva de The French Coconut, qui a toujours, voilà, avec qui j'aime toujours échanger. Il y en a plein. Fanny Corr de Casaoli aussi, qui est devenue une amie avec qui j'ai travaillé sur un atelier. Elle, voilà, on a plein de discussions passionnantes à chaque fois et ça m'inspire beaucoup. Voilà, il y en a tellement. Je veux même pas en citer trop parce que je sais que en citer trop ferait que je vais en oublier plein. Et du coup, c'est surtout ça qui m'embête parce que vraiment, il y en a beaucoup. Ouais, bien sûr. Et c'est génial de voir en plus cette espèce de chaîne d'inspiration, les uns inspirent les autres, et je trouve que c'est très ouais, collaboratif en fait, l'inspiration, il y a un tel partage. Je trouve ça vraiment chouette. Comment tu dois évoluer dans l'avenir? Alors, déjà, alors j'en ai pas parlé, c'est assez fou qu'on arrive à la fin et que je n'en parle que maintenant, mais j'ai créé, le nom de ma société, c'est SN, et c'est un projet qui réunit toutes mes activités, en fait. C'est le nom que j'ai donné à, c'est un peu la maison, qui rassemble à la fois mes activités de consultation, mais aussi les ateliers, les contenus, les masterclass que je propose. Et en fait, ce projet-là, j'ai envie de l'amener vers alors, à horizon, je ne sais pas quand, mais une plateforme qui puisse accueillir des contenus qui soient accessibles éventuellement par abonnement, avec voilà, un ensemble de pratiques qui soient de l'ordre de l'alimentation, du mouvement, de la relaxation, tous les piliers en fait de l'hygiène de vie qui puissent être rassemblés sous SN. Voilà, j'aime bien l'idée qu'il y ait Marie Constancieux naturopathe, mais qu'il y ait aussi cette entité-là qui réunissent d'autres choses, qui puissent accueillir aussi d'autres experts.
Donc j'ai un peu envie de voir jusqu'où me mènera ce, ce projet et jusqu'où j'ai envie aussi de le porter. Je ne sais pas encore exactement. C'est à la fois c'est des envies à long terme, tu vois, même avoir un lieu, c'est une envie à long terme. Et en même temps, je suis tellement dans le jus au quotidien. On est déjà mi-février. J'ai du mal parfois à me poser sur le prospectif parce que je suis tellement dans l'action au quotidien et j'enchaîne tellement mes journées que j'ai pas encore pris ce temps depuis le début de l'année pour réfléchir à la suite. Mais ça va arriver assez vite quand même, mine de rien. Et je le construis, je tends vers ça. C'est-à-dire qu'il y a l'idée et l'envie que j'ai, et je tends forcément vers ça par les projets que je propose. Donc. Ouais, complètement. Enfin, de l'extérieur, je vois quelque chose de très cohérent qui se dessine, même si, comme tu dis, c'est pas encore, ça se fait au jour le jour, mais il y a la cohérence. On voit que les choses sont bien posées. Ça se... Ça se dessine. Ouais, complètement. Et ça serait quoi ton conseil à une personne qui se lance ou qui est encore en formation ou en train de réfléchir à se reconvertir vers nos métiers? Quel conseil t'aurais envie de lui donner? De pratiquer. Vraiment, pour moi, c'était la clé et c'est toujours le cas, de vraiment. Et de pas hésiter à se faire superviser aussi. Ça, je ne l'ai pas dit, mais je l'ai beaucoup fait pendant mes études, d'avoir des supervisions. On avait accès, de toute façon, on avait des heures prévues pour ça, de supervision, mais c'est important, même après, si on peut, parce que l'autovision, enfin, ou l'intervision, on dit, c'est le principe de se faire conseiller ou échanger avec quelqu'un de sa promo en naturopathie sur un cas. Je trouve ça intéressant, mais je me rends compte quand même que j'ai besoin, et ça me sert davantage, d'être euh, supervisée par quelqu'un qui a plus d'expérience que moi. Et du coup, je trouve que c'est un bon... Enfin, pour moi, c'est vraiment un conseil que je donnerais, c'est de pratiquer et d'être supervisé au début de sa pratique. Et que ce soit par quelqu'un de de son école ou par des naturopathes qui proposent des supervisions, il y en a, hein. Moi, je le fais pas, c'est trop tôt pour moi. Mais il y a des naturopathes installés qui proposent des supervisions, parfois des stages. Voilà. Ouais, complètement. C'est impossible de rester seul face à tout ça. On a besoin de cet échange. Le podcast s'appelle Un autre chemin est possible. Donc, selon toi, quel autre chemin est possible pour le monde? Alors, pour le monde, je sais pas, mais en tout cas, je suis convaincue que la naturopathie et tous ces métiers d'accompagnement, du soin de l'autre, euh, il est possible de s'épanouir et de créer des projets qui soient puissants, vraiment de très gros projets, des projets inspirants, à forte valeur ajoutée pour moi, pour le monde. Et je suis convaincue qu'il est possible de le faire. Et ce que j'essaye en tout cas de faire au quotidien, c'est de réunir la naturopathie et l'expertise et tout ce que j'ai envie d'apporter d'expert en fait dans mon métier de naturopathe et en même temps d'inspirer. Et pour moi, c'est voilà, toujours à cet équilibre entre inspirer et apporter enfin, inspirer la confiance aussi, tu vois. Si c'est pas uniquement donner envie de faire, mais aussi voilà, que c'est sérieux derrière en fait. Et pour moi, c'est ça qui est possible aujourd'hui, c'est de réunir un univers qui est très esthétique et le sérieux de notre métier. Voilà. C'est assez modeste par rapport à l'échelle du monde, mais je trouve que c'est quand même pas mal. C'est déjà pas mal. Ben oui, ça commence chacun à notre échelle en même temps. Oui, c'est ça. Non, mais on a besoin de valoriser nos métiers, vraiment, hein. Je trouve qu'on en parle beaucoup, on parle tout le temps de la naturopathie, pas toujours en bien, mais on a besoin à la fois de montrer que c'est un métier d'expertise, qui a un cadre qui est vraiment extrêmement sérieux, et en même temps d'en faire quelque chose de plaisant, d'agréable, de vivant, de joyeux. C'est possible, en fait. Ça peut être léger et sérieux en même temps, c'est pas incompatible. Au contraire, je trouve que ça passe beaucoup mieux comme ça, mais bon, voilà, Mhm. c'est des choses en tout cas. Ouais, complètement. Le mot de la fin pour finir, Marine, est-ce que tu as une actualité à nous partager? Alors oui, alors j'ai pas de date précise parce que ça avance, mais je suis quasiment à la fin, mais je vais bientôt lancer ma première masterclass en ligne qui sera en vente sur mon site. Alors quand je dis en ligne, ça va être un contenu téléchargeable sous forme d'un guide, voilà, qui sera au moins d'une centaine de pages, et c'est sur le sujet des glucides parce que voilà, je sais que le sucre et les glucides, c'est un sujet dont on entend tout et son contraire. Il y a vraiment beaucoup d'extrêmes aussi associés à ce thème-là. Et vraiment, ça faisait un moment que j'y pensais. Et j'avais déjà fait une conférence
avec une amie qui a une marque de pâtisserie végane, Luna Création. On avait fait un atelier de pâtisserie et une conférence sur les glucides et le sucre. Et ça m'avait donné l'envie de créer cette masterclass et de rentrer beaucoup plus en profondeur dans le sujet, d'y amener beaucoup plus de nuances aussi. Donc là, c'est vraiment ce sur quoi je planche depuis la fin de l'année et qui touche bientôt à sa fin, j'espère, pour début mars. Mais vraiment proposer, parce que j'ai aussi une clientèle qui est non parisienne et je sais qu'un atelier de 10 personnes à Paris, c'est pas vraiment accessible à tout le monde. Donc voilà, l'objectif, c'est de proposer ce nouveau format très bientôt. Trop bien. Mais comme tu dis, une brique de plus pour SN. Voilà, exactement. Mais le site permet d'accueillir tellement de choses aujourd'hui que je pourrais vraiment proposer des cours, enfin, je peux faire plein de choses différentes. En tout cas, les contenus digitaux, je trouve que c'est une bonne manière de toucher le collectif aussi, de proposer aussi des offres qui sont plus accessibles financièrement. Quand il y a une personne qui n'a pas forcément les moyens de payer une consultation privée, ça lui donne déjà quand même beaucoup de clés pour prendre soin d'elle. Et donc, c'est bien d'avoir aussi d'autres offres qui puissent correspondre à tout le monde, quoi. En tout cas, plus largement. Peut-être pas à tout le monde, mais plus largement. Ouais, complètement. Trop bien, Marine. Bah, j'étais ravie, en tout cas, de te recevoir, d'avoir voilà, la vision de ton parcours. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très apaisant sur justement le fait de se lancer. Et enfin, en tout cas, je trouve que tu le partages avec beaucoup de sérénité, même si tu nous caches pas qu'il y a beaucoup de stress, des fois dans le quotidien. Mais de l'extérieur, en tout cas, j'observe quelque chose qui justement se construit de manière un pas à la fois et avec certitude, en tout cas, tu vois, qui avance. Et je pense que ça peut être encourageant pour plein de naturopathes qui se lancent et qui justement ont besoin, comme je disais, des fois de pas forcément des modèles qui sont trop loin de nous, qui sont déjà très installés, mais aussi d'avoir des gens plus proches et de voir que, bah oui, en plaçant les bonnes étapes, en s'investissant bien, bah, c'est possible en fait aussi de bien lancer son activité. Donc merci pour ton partage. Merci beaucoup, Marie. Merci de m'avoir invitée, j'étais ravie. À bientôt. À très bientôt. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Il y avait plein de clés dedans pour lancer son activité, que je partage également dans mes ateliers, comme le fait de communiquer dès le début de sa formation, de partager un peu les backstage de votre reconversion, de pratiquer le plus tôt possible parce que c'est vraiment en pratiquant qu'on devient bon et qu'on peut vaincre le syndrome de l'imposteur, et aussi de se faire superviser. D'ailleurs, j'ai mon amie Anne-Sophie Pasquet qui propose de la supervision et que vous pouvez contacter de ma part. De ne pas hésiter à se faire aider par votre entourage ou de vous créer un entourage qui va être soutenant, comme en rejoignant un collectif d'entrepreneurs comme Marine ou en vous créant un réseau dans le milieu. Je trouve que Marine est un bel exemple sur le fait de s'appuyer sur son ancien métier pour créer le nouveau, et par son témoignage on voit à quel point une reconversion c'est vraiment comme un processus créatif qui se construit de manière vraiment très organique, en avançant petit à petit, et c'est en faisant en fait que ça se dessine. Donc il y a vraiment l'importance d'être toujours dans cette action. D'ailleurs on en a parlé par rapport au moment de doute, c'est d'avancer coûte que coûte, d'être dans l'action. Et en même temps, ce que je note chez Marine, c'est qu'elle a une vision aussi très claire de ce qu'elle veut pour son entreprise et que finalement, c'est la combinaison entre avoir une vision claire et poser des actions jour après jour qui vont dans le sens de cette vision. Donc merci pour votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez me soutenir en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée, en le notant, en laissant un commentaire ou en le partageant autour de vous. Ça me fait très plaisir et ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. D'ici le prochain épisode, vous pouvez me retrouver sur mon site internet marionalvesdeoliveira.com ou sur Instagram marion.alvesdeoliveira pour échanger ou en séance pour vous faire accompagner dans votre projet. D'ici là, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.